Les 3 erreurs fatales quand on estime son budget immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important parce qu'il est un pilier de l'investisseur immobilier. C'est le moment où on estime son budget avant de commencer les recherches. Pour nous, c'est un moment tellement important que dans le club, on ne laisse pas les gens faire cela tout seuls. Il y a une contre-vérification dans l'estimation de budget parce que c'est tellement essentiel pour 2 raisons. Premièrement, si jamais vous sous-estimez, en réalité, quand on sous-estime son budget, on perd énormément d'argent. Parce que comme vous le savez, il faut essayer d'optimiser la taille de son projet par rapport à ses capacités. Et le fait de faire un projet qui est 2 fois trop petit, en fait, on perd. On divise par 2 ses gains, tout simplement, parce qu'on rembourse 2 fois moins de capital, on avance 2 fois moins vite. Donc c'est hyper important. Et deuxième raison, c'est que si on surestime son budget, on va perdre un temps de dingue et en fait on va se prendre un mur. Donc je préfère qu'on fasse une bonne estimation de budget. Donc nous, dans notre club, on fait toujours ça. On fait toujours, lors de notre coaching plan d'action, qui est le coaching individuel de démarrage, on vérifie l'estimation de budget avec les membres pour entre guillemets tamponner en disant là tu pars dans la bonne direction. Et en fait très souvent des gens soit ils vont complètement sous-estimer. En général les gens sous-estiment plus qu'ils ne surestiment. Et puis peut-être que certains surestiment par rapport à leur épargne de côté. Mais bon, voilà, c'est un peu technique. Il y a plusieurs façons de faire tout ça, mais pour nous, c'est hyper clé. Donc là, je vais vous donner des éléments, en tout cas les 3 grandes erreurs que je vois au quotidien qui font que les personnes se plantent totalement de budget. Et elles se retrouvent à faire des projets mais minuscules par rapport à ce qu'elles auraient pu faire, ou bien, rarement, mais ça peut aussi arriver, le désenchantement qu'ils ne peuvent pas emprunter alors que voilà, parce elles ont été naïves sur leur capacité d'endettement. Voilà, mais c'est plus rare. Alors, la première erreur, c'est, et alors celle-là, elle m'exaspère, mais vraiment, elle m'exaspère, c'est d'aller demander à son banquier combien est-ce que vous pensez que je pourrais emprunter si jamais je faisais un investissement locatif, monsieur? Alors, cette erreur-là, elle est pour moi mais terrible. Parce que vous vous placez dans une posture de petit élève qui va demander l'autorisation à sa maîtresse combien est-ce qu'elle a le droit d'emprunter si jamais elle faisait un investissement immobilier. Alors déjà, il y a un gros souci parce qu'au niveau de la posture, honnêtement, moi je suis banquier et j'ai un investisseur qui vient de me demander combien est-ce qu'il peut emprunter. Et je me dis, oulala, c'est quoi ce débutant? C'est quoi ce débutant? Il sait même pas calculer un taux d'endettement ou quoi? Et il vient me demander l'autorisation. Bon, écoute, franchement, honnêtement, vous êtes mignon monsieur, vous êtes mignon madame, vous êtes mignonne, mais je vais vous faire un petit calcul de taux d'endettement, vu visiblement vous savez pas le faire, hein, donc je vais le faire pour vous. Hein, vous savez visiblement pas utiliser une calculette, donc je vais vous faire votre petit taux d'endettement. Et vous allez je vais vous sortir donc le chiffre. Et puis évidemment, comme vous m'avez l'air quand même très novice, je vais quand même vous décourager parce que l'investissement locatif, c'est quand même pas quelque chose pour les débutants comme ça. Moi, je vous conseille plutôt de passer par mon programme d'investissement clé en main dans le neuf. En plus, ça va vous faire de la défiscalisation et ça va beaucoup mieux vous correspondre. Parce que visiblement, voilà, c'est pas votre truc l'investissement. Ok ? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous placer dans cette posture de petit élève qui va demander la permission. Ok? C'est que déjà, en effet, je trouve que le banquier il a raison. Il va mettre un petit truc. Vous êtes visiblement pas accompagné, un petit peu perdu. Donc, voilà, on va faire le petit taux d'endettement et puis voilà. Et ça me fait rigoler parce que j'ai revu des vidéos de témoignages qu'on avait fait avec nos membres. Et la fameuse Laurence, que j'embrasse si elle écoute, je me rappelle très bien son projet quand elle est allée voir son banquier. Le banquier l'avait envoyé bouler. Lui avait dit, mais laisse tomber, jamais t'empruntes, avec ta situation, c'est pas possible, gna gna gna. Et puis elle nous avait quand même contactés. Et lors de notre appel découverte, en fait, on lui avait dit, écoute, nous on y croit, nous on sait que tu vas pouvoir le faire.
Et elle l'a fait. Et ce que je veux juste te dire, c'est que, je veux dire, si elle s'était arrêtée à l'avis de son banquier, même si c'était une connaissance, quelqu'un de sympa, qu'elle aimait bien, en fait, elle n'aurait pas fait d'investissement du tout. Donc, sortez de cette posture de petit élève et apprenez à estimer un budget. C'est une science qui n'est pas forcément exacte d'ailleurs. C'est vraiment tout un art d'estimer le budget que l'on peut emprunter. Et d'ailleurs, là, normalement, le jour où je sors cet épisode, c'est le début du challenge. Okay, j'ai un challenge en cours. Et lors de ce challenge, on va faire des estimations de budget en live de participants qui veulent postuler pour passer en live de façon tout à fait anonyme. Donc n'hésitez pas à encore vous inscrire ces dernières minutes là. C'est cette semaine. N'hésitez pas à postuler. On va faire passer des dossiers de participants pour leur montrer comment est-ce qu'on estime un budget. Si jamais vous avez du mal justement à estimer votre budget, n'hésitez pas à postuler pour cela, à vous inscrire au challenge. Postulez lorsque l'on vous envoie le questionnaire des personnes qui veulent candidater pour que leur dossier passe en live et qu'on vous estime le budget devant vous avec la logique que nous on applique. Et voilà, n'hésitez pas. Mais je continue. Donc la première erreur, comme on vient de dire, c'était d'aller demander la permission à un banquier ou pire à un courtier. Parce que le courtier, lui, va pas se casser la tête s'il se dit oh là là, tu sais, je vais pas les pousser dans les retranchements. En fait, leur intérêt, c'est de vous donner un chiffre dont ils vont être sûrs qu'ils vont pouvoir vous dire oui, peu importe le bien immobilier que vous allez ramener. Donc évidemment qu'ils vont pas aller haut. En fait, partez du principe, et c'est comme ça qu'on fonctionne systématiquement, c'est que quand les membres que nous on accompagne viennent avec déjà un accord de principe d'un banquier, pour nous, c'est le plancher. C'est-à-dire, c'est la garantie. En dessous de tel montant, c'est impossible que tu ne puisses pas emprunter, vu que le banquier te l'a dit en amont, alors que t'es passé pour un petit novice qui en plus n'avait pas de projet entre les mains. Donc si tu as annoncé ce chiffre, c'est que c'est un strict minimum. Mais tu peux probablement aller bien plus haut. Donc ça, c'est la première erreur. Donc par pitié, ne demandez pas l'avis à votre banquier, demandez plutôt à quelqu'un qui s'y connaît en investissement immobilier, qui peut avoir un avis sur votre dossier. Mais voilà, oubliez cette pratique. Et à la limite, si jamais vous êtes quand même scolaire et vous avez du mal à résister à l'envie d'aller demander la permission à quelqu'un pour faire quelque chose, eh ben, si vous le faites, prenez avec des pincettes ce qu'il vous dit. Ok ? Ce qu'il vous dit, c'est le strict minimum. Et si jamais il vous dit que c'est pas possible, essayez quand même de demander un second avis. Surtout si vous avez du cash de côté. Parce que pour moi, ce qui est plus rédhibitoire, c'est quelqu'un qui a 5 000, 10 000 euros de côté et qui veut faire un emprunt. Le banquier lui dit qu'il peut pas parce que je sais pas quoi. Écoute, pourquoi pas. Mais si vous avez des montants conséquents de côté, plus de 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros de côté, il y a probablement des chances que vous puissiez faire quelque chose. Okay, même s'il vous dit que c'est pas possible. Je ne connais pas votre dossier. Évidemment, vous vous inscrivez au challenge pour participer au live des estimations de budget. Mais en tout cas, voilà, vraiment, oubliez cette erreur, oubliez le côté petit élève de demander à un banquier. Maintenant, on va passer à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est que, ok, vous avez compris que vous ne devez pas aller voir votre banquier, en tout cas que ça ne sert pas à grand-chose, mais vous pouvez toujours perdre le temps à aller le faire. Il vous risque juste de vous décourager, mais bon, à part ça, voilà. La deuxième erreur que je ne veux pas que vous fassiez, c'est de vous baser uniquement sur votre taux d'endettement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez classique, parce que quand on va sur les réseaux sociaux, quand on demande à ChatGPT, peu importe, la technique la plus répandue, c'est de faire le fameux calcul du taux d'endettement. Alors le taux d'endettement, en quoi est-ce qu'il consiste ? Le taux d'endettement, c'est le principe en fait du taux d'endettement, c'est de vérifier si jamais par rapport à vos revenus du foyer, le remboursement prévu de mensualité tient la route. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi le taux d'endettement, il a été inventé pour les personnes qui achètent leur résidence principale. Ok ? Le taux d'endettement, c'est vraiment quelque chose qui a été conçu pour une famille qui gagne 3 000 euros par mois. Qu'est-ce qui est raisonnable intellectuellement qu'elle puisse rembourser tous les mois
pour ne pas trop pâtir au niveau de sa vie de famille. C'est logique. 50% de taux d'endettement pour une famille qui a 3 000 euros, ça voudrait dire qu'elle rembourse 1 500 euros par mois de crédit et donc elle doit vivre avec 1 500 euros restants. C'est chaud. C'est quand même un petit peu compliqué. Donc, les banquiers qui prônent la sécurité des crédits bancaires, donc c'est-à-dire le HCSF, donc c'est la Haute Autorité pour les crédits et les services financiers, bon, je ne sais plus exactement le terme, mais en fait, eux, leur rôle, c'est de surveiller la sécurité des crédits. D'accord ? Pour pas que ça fasse comme en 2008 aux États-Unis, où des crédits ont été accordés à tout va à des personnes qui n'avaient pas les finances correctes. Ben, en fait, c'est une sorte de sécurité. Donc, ils ont mis en place ces 35% de taux d'endettement en se disant, ben, une personne qui va acheter sa résidence principale, ça paraît cohérent de se dire, bah, si jamais la mensualité elle est à moins de 35%, bah, ça nous paraît cohérent parce qu'il lui reste 65% pour vivre. Donc, grosso modo, si vous êtes à 3 000 euros par mois dans votre foyer, 1 000 euros de mensualité, ça lui laisse 2 000 euros pour vivre. Donc, ça tient la route. Donc, c'est en fait une règle un petit peu arbitraire qui a été mise en place pour que le banquier qui n'y connaît rien, parce que vous savez bien que les banquiers, ils n'ont pas fait 50 ans d'études, hein. Enfin, c'est des gens tout à fait formés, mais pour les former, il faut les former simplement. Donc en fait, ils donnent un calcul simple. Voilà, le calcul simple, c'est le taux d'endettement. Mais en l'occurrence, c'est le calcul simple. Mais en vrai, il y a des calculs beaucoup plus complexes que l'on peut mettre en place et qui sont en réalité pour les investisseurs un peu plus aguerris. Donc comprenez bien que le taux d'endettement, c'est pour monsieur et madame tout le monde qui achètent leur résidence principale. D'accord ? Si jamais vous êtes un investisseur immobilier locatif qui veut enchaîner les opérations, ce n'est pas le bon calcul. C'est un calcul parmi d'autres. Ok ? Les autres axes qu'il faudrait que vous étudiez, c'est l'argent que vous avez de côté, l'apport que vous êtes prêt à mettre, le reste à vivre. D'accord ? Le reste à vivre, c'est-à-dire, typiquement, c'est un classique, une famille qui gagne 10 000 euros par mois, qui a, par exemple, 3 500 euros de mensualité, donc ça fait 35%, il lui reste quand même 6 500 euros pour vivre. Bon, le banquier va accepter peut-être un taux d'endettement à 40% en se disant, écoute, 4 000 euros de mensualité et 6 000 euros de reste à vivre, bon, ça reste encore possible parce qu'avec 6 000 euros par mois, tu es quand même bien avec une famille après avoir dépensé ta mensualité. Donc ça s'appelle le reste à vivre. Donc ça, c'est un autre facteur. Et en fait, le taux d'endettement, il le réutilise et il l'applique à du locatif. Sauf qu'en réalité, ça a ses limites. Ça a vraiment ses limites parce que avec le taux d'endettement, malheureusement, on va être vite limité. Parce qu'avant, il y avait le calcul du taux différentiel. Donc, quand on faisait le calcul différentiel, c'est-à-dire qu'on prenait uniquement le cash flow et donc, en gros, dès que c'était du cash flow positif, on l'ignorait. Sauf qu'aujourd'hui, dans le calcul, on ne l'ignore plus. Je vous explique quand même rapidement comment fonctionne le calcul du taux d'endettement quand on fait de l'investissement locatif. Donc, on prend d'abord les loyers de sa résidence principale si jamais on est locataire, ou la mensualité de sa résidence principale si on est propriétaire de sa résidence principale. On prend les mensualités de nos crédits à la consommation, donc crédit de la voiture, crédit du prêt étudiant, etc. Et on prend les mensualités de notre parc locatif existant et les mensualités de notre parc locatif futur que l'on a pour projet d'acquérir. Et le tout, on va diviser ça par les revenus du foyer, plus 70% des loyers locatifs que l'on encaisse déjà de son parc locatif existant, plus les 70% aussi des loyers projetés du bien que vous êtes sur le point d'acquérir. Sachant d'ailleurs que tout ce qui est location courte durée, c'est plus compliqué à le prendre en compte que la location longue durée. Voilà. Le 70%, il varie en fonction des banques. Je vous ai mis le plus pessimiste. Il y a des banques qui prennent 80% ou 90%. Ça dépend des banques. Donc, vous avez compris que ce calcul, en fait, il va très vite vous limiter. C'est mathématique. En fait, c'est mathématique. Vraiment, il y a un moment donné, quand on enchaîne les opérations, le taux d'endettement, il va être dépassé, même si vous faites les opérations les plus rentables. Donc, vous allez nécessairement dépasser ce taux d'endettement. Donc, se baser uniquement sur le taux d'endettement pour réfléchir si vous pouvez emprunter ou pas, c'est simpliste et c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Et enfin, la troisième erreur
que je considère qui est vraiment fatal quand on estime son budget immobilier, c'est d'oublier le principe de proportionnalité. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une vision globale dans sa vie, même en général, des proportions. D'accord ? Parce que souvent, on peut se retrouver à faire des choses qui sont totalement ridicules car elles sont disproportionnées. Un exemple tout bête, tu vois, ce sont les personnes qui vont gagner, je sais pas, 5 000, 7 000 euros par mois, des foyers qui ont des bons revenus et qui vont perdre, je sais pas, par exemple, je sais pas, 1 heure pour économiser 10 euros sur je sais pas quoi. Et en fait, tu te rends compte que l'énergie dépensée pour économiser 10 euros est totalement disproportionnée par rapport à leur revenu mensuel. Donc en fait, c'est un souci de proportionnalité, c'est que il faut toujours connaître un petit peu, est-ce que ce que je suis en train de faire, il est proportionnel ou est-ce qu'il est ridicule ? D'accord ? Ça marche même quand on fait du ménage. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une tâche qui est minuscule et qui ne va pas du tout nous faire avancer par rapport à une tâche qui va être beaucoup plus impactante en termes de résultats visuels sur son ménage ? En fait, dans la vie, c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir ce souci de proportionnalité. Et en investissement immobilier, c'est pareil. Moi, je veux absolument que vous ayez toujours ce principe de proportionnalité en tête. D'accord ? Le principe de proportionnalité, c'est déjà d'avoir conscience de quel est votre patrimoine immobilier brut existant. D'accord ? Je ne sais pas c'est lequel votre patrimoine brut immobilier existant. Vous regardez quelle est la valeur de votre résidence principale. Ok, peut-être qu'elle vaut déjà 500 000 euros. Je dis un chiffre au pif, évidemment. Quel est votre patrimoine financier ? Ah, vous avez 100 000 euros de côté. Donc là, vous êtes déjà à 600 000. Puis en plus de ça, vous avez déjà fait un locatif à 200 000 euros que vous aviez fait il y a quelques années en patrimoine brut. Ah, donc là, on est à 800 000 euros de patrimoine brut. Donc ça veut dire que vous savez déjà que c'est plié. Dans 20 ans, vous avez 800 000 euros de patrimoine qui va être remboursé. Voilà, je fais les choses simples pour l'exemple. Et quel est votre intérêt de dépenser 1 an de charge mentale pour augmenter votre patrimoine de 200 000 euros supplémentaires ? Ok, super, tu vas te consacrer, passer du temps de ta vie qui est précieuse parce que le temps passe vite pour augmenter de 800 000 à 1 million ton patrimoine. C'est un peu dommage, tu vois. C'est quand même pas énorme. Moi, j'aime bien qu'on augmente de 20, 30, 40% son patrimoine. Ok ? Donc, 50%, même 100%, hein, parce que ça dépend évidemment de votre patrimoine initial. Mais essayez d'avoir cette petite notion en vous disant, est-ce que acheter un petit appart à 150 000 est proportionnel par rapport à mes revenus ? Tu vois, si vous gagnez 10 000 euros par mois aussi, ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois, est-ce que ça a du sens de se casser la tête à acheter un appart à 150 000 euros si vous gagnez 10 000 euros par mois ? Ça n'a pas de sens en fait. Ça ne tient pas la route. Vous comprenez ? Parce qu'en 1 an, vous gagnez déjà 120 000 euros. Quel est l'intérêt pour vous d'acheter un appart à 150 000 euros ? Mais aucun intérêt. D'accord ? Parce que juste pour vous expliquer le calcul, grosso modo, 150 000 euros empruntés, c'est 600 euros par mois de remboursement de capital. Parce que c'est 100 000 euros c'est 400 euros tous les 100 000 euros empruntés. Donc avec 150 000 euros, vous remboursez 600 euros de capital par mois. Est-ce que ça vaut la peine de se casser la tête pendant 1 an de charge mentale pour augmenter de 10 000 euros à 10 600 euros vos revenus ? C'est ça en fait que vous faites en achetant un bien à 150 000 euros. Donc ça n'a aucun sens. Donc n'oubliez pas cette notion de proportionnalité dans votre réflexion sur votre budget de l'immobilier. Et évidemment, si jamais vous voulez avoir un cas plus pratique et qu'on parle de votre cas, c'est l'occasion. Venez vite au challenge. Le challenge, il a démarré aujourd'hui. Inscrivez-vous, c'est encore le temps de le faire et participez au live sur l'estimation de budget ou même à tous les lives parce que vous allez voir, ça va être hyper intéressant tout ce que je vais vous présenter. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.